et bienvenue dans Une histoire d'empathie, le podcast qui aborde l'autisme de manière décomplexée. Nous sommes un groupe d'étudiants qui s'intéressent aux questions d'inclusion et d'handicap. Voici le deuxième épisode d'Histoire d'empathie. Le 9 février 2024, nous avons eu l'occasion de rencontrer Jean-Marie Hotelet, président de l'association Vivre avec l'autisme 54. Lui-même père d'un enfant autiste, il nous raconte ici son parcours, comment et pourquoi il a créé l'association avec d'autres parents. De formation, je suis ingénieur agronome, donc voilà. Là, je suis en retraite, voilà, une retraite active, parce que... alors c'est quoi une retraite? Une bonne retraite, c'est 3 tiers. Un tiers pour l'association, un tiers à se faire plaisir, et puis un tiers à régler les choses matérielles, quoi. Bon, voilà. Alors, pour revenir à mon histoire, votre fils est autiste, c'est tout. Voilà. Du coup, il est resté à l'IME parce qu'il ne parlait pas, donc il avait un QI faible, donc il était vain de vouloir l'intégrer dans une école, de se battre. Donc, il a suivi un enseignement spécialisé, IME, IM-Prof, il n'a que médicalisé. Ça sera à faire, je recommencerai, parce que on ne peut pas dire il faut se battre à tout prix pour l'inclusion scolaire. Vous mettez mon fils dans une école, à tout âge, il aurait été en situation d'échec permanent, il aurait embêté la classe de façon inimaginable, il serait roulé par terre, il aurait tiré les cheveux, parce que qu'est-ce que je fais là, quoi, voilà. Alors ensuite, donc ça c'était en 1988, oui, 10 ans après, 1998. Alors ce fils, donc à 10 ans, donc on rencontre également d'autres parents d'enfants autistes, et là on décide de créer une association, parce que pour s'épauler, échanger des infos, etc. Voilà. Pendant 10 ans, cette association a été... familiale et puis militante, mais c'était surtout, on se retrouvait le vendredi soir à Tubituba, là c'est un truc où les enfants sautent sur des machins en caoutchouc, là pendant ce temps-là on était tranquille, on pouvait discuter, voilà, ils se défoulaient sans nous. En 2007, là au bout de quelques années, on s'est dit, c'est tout, nos enfants, il n'y a pas de solution, quoi, ils vont tous en IME, même s'ils sont intelligents, même s'ils parlent. Voilà, et donc la loi de 2005 est passée. 2005, c'est la loi sur le handicap, qui ouvrait le droit à compensation, qui disait, au moins en théorie, l'État doit mettre tout ce qu'il faut pour que les personnes handicapées aient de quoi s'inclure, à l'école, au boulot, dans la culture, dans le sport. Voilà, c'était l'inclusion. Alors, l'inclusion pour les aides, alors avec notamment des aides humaines. Une personne paralysée, elle a besoin d'une aide, d'un fauteuil, de béquille. Une personne autiste, elle n'a pas besoin elle a besoin d'une aide humaine, voilà, qui va lui expliquer, faire l'intermédiaire entre le monde extérieur et elle-même. Voilà. Donc on a commencé par créer un CESAD, service d'éducation spéciale et d'aide à domicile. C'est un service donc avec des psychologues, des ergothérapeutes, des médico-sociaux au sens large, voilà, qui se déplacent à l'école, dans la famille, au lycée, partout où est l'enfant, de 2 à 20 ans, pour justement aider, expliquer en quoi cette personne autiste est particulière, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir l'inclure, pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse communiquer, socialiser. Voilà, donc il y a eu ce CESAD. Voilà, j'étais secrétaire de l'association. Il y a 10 ans, je suis devenu président, et puis je suis toujours président. Voilà. Jean-Marie nous a fait part de sa définition de l'autisme, nous a aussi rappelé ce que sont l'hyper- et l'hyposensibilité, pour enfin nous expliquer le terme de spectre. Et vont percevoir la réalité à travers un prisme, à travers des biais sensoriels, de bruit, de couleurs, d'empathie également.
Voilà, quand je discute avec l'une d'entre vous, un contact s'établit, même visuel, et j'arrive à voir si vous êtes intéressé ou pas, si ce que je dis a un intérêt pour vous, enfin voilà quoi, et puis voilà, j'arrive à comprendre, entre guillemets, votre comportement, vos pensées, et donc je m'adapte en permanence, puis c'est réciproque. C'est la base de la communication. Voilà. Les personnes autistes ont un déficit dans les 5 sens, soit hyper, soit hypo. Ça veut dire qu'une personne autiste va prendre un fer à repasser, et puis avant de le lâcher, il se sera brûlé, quoi, voilà, parce qu'il ne perçoit pas l'excès de température. D'autres ne vont pas supporter certaines couleurs. Voilà. Il y a des jeunes qui ne mangent pas de haricots parce qu'ils sont verts. Bah oui, c'est comme ça. Voilà, donc les 5 sens sont affectés, hyper ou hypo. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un spectre, un trouble du spectre autistique. La classification officielle. Un spectre, c'est quoi? C'est un éventail. Ça veut dire que vous avez des personnes dont l'autisme est très sévère, qui ne sont pas autonomes, qui ont du mal à s'habiller, qui ne peuvent pas, qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas se préparer de repas. Vous les lâchez dans la rue, le restaurant de vie, ça va être de 10 minutes, parce qu'ils vont traverser au feu rouge, ils vont se faire écraser, etc. Voilà. Donc moi je dis que ces personnes-là, leur place est en foyer, parce que c'est vrai que c'est là qu'ils sont le mieux, qu'ils sont en sécurité, et que malgré tout, il y a une inclusion. Et puis donc il y a tous les domaines, jusqu'à l'autisme de haut niveau, Asperger, voilà, qui se font dans la normalité. Normalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos connaissances, vos amis, votre famille, vous avez peut-être un ton là qui est un peu taiseux, quand il arrive dans un mariage, il se met au fond de la salle, il regarde sa montre, dernier arrivé, premier parti, il s'ennuie à mourir, vous lui parlez, oui, bon, non, ça marche pas, etc. Quoi. Voilà, et puis cette personne-là, elle ne sait pas, personne ne sait, personne ne l'a diagnostiqué. Parce qu'on peut vivre sans mettre un nom sur un trouble qui vous pourrit la vie, mais bon, ben voilà, c'est mon destin. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui ça change, on parle quand même beaucoup de l'autisme. Beaucoup de personnes autistes non diagnostiquées ont un éclair, tout simplement parce que l'autisme c'est aussi génétique dans les causes. Et donc il y a un gamin qui est sérieusement autiste, à l'école on dit, bon, vous savez, Madame Martin, votre fils, il a un problème. Je ne sais pas, mais je pense que vous devriez le faire diagnostiquer. Bon, donc là, les parents le font diagnostiquer, oui, il est autiste. Et puis par effet miroir, ils se reconnaissent dans le gamin, ils disent, tiens, je suis un peu comme lui, moi, en fait. À 45 ans, là, est-ce que je ne serais pas autiste? Et puis voilà, ils se posent la question, puis ils se rendent compte qu'effectivement, ils ont un autisme, entre guillemets, atténué, mais qui est bien réel. Voilà. Des personnes intransigeantes, des personnes qui ont des rituels, etc., qui manquent d'empathie. Bon, je veux dire, c'est la vie, voilà. Donc pour vous dire que c'est pas blanc ou noir, c'est un continuum, et puis on peut très bien vivre avec, et puis bon, vous savez, il y a quantité de célébrités dans tous les domaines qui sont autistes, soit des autistes diagnostiqués historiques, du style Mozart, soit des autistes qui vivent parmi nous, Elon Musk, voilà, etc. Quoi. Ils sont parmi nous. Et puis certains le vivent très bien, bon. Voilà. Les autres le vivent peut-être un petit peu plus difficilement, parce que bon, ils ont parfois des frasques surprenantes. Nous avons eu droit à quelques chiffres liés à l'autisme. Au point de vue quantitatif, donc l'autisme c'est 1% de la population, 1% de naissance. Donc ça en fait 2600 dans l'agglomération nancéenne, ça en fait 7500 dans le département 54, voilà, etc., etc. 600 000 en France. Donc c'est pas négligeable. Voilà. On s'est ensuite interrogé sur les origines de l'autisme. Donc l'origine, c'est une influence génétique qui est prouvée. On parle d'héritabilité, ça veut dire que 80% de l'autisme est expliqué par la génétique, ça veut dire
En 80% des cas, on trouve des gènes identifiés. Il y en a 200, hein, c'est pareil, c'est pas les petits poiridés ou non, hein, c'est la génétique quantitative. Et puis il y a l'effet de l'environnement. Ça veut dire que vous pouvez avoir ces gènes qui vous proviennent de vos aïeux, là, qui se transmettent depuis Homo sapiens, ou avant, il y a 300 000 ans. Hein. Et puis, voilà, ils peuvent être dormants de génération en génération, sauf qu'à une génération, il y a un problème dans l'environnement. Très fréquemment, c'est la prématurité. Votre enfant né à 6 mois, il pèse 1,4 kg, c'est une crevette, et puis du coup, s'il y a eu un accouchement prématuré, c'est parce que la maman avait une inflammation, une infection, elle le transmet à son gamin. Voilà, quoi, il est intubé sous oxygène, il passe 15 jours entre la vie et la mort. Et il faut savoir que dès la grossesse, bien sûr, le cerveau se forme, les petits synapses, les neurones se connectent. Et la grossesse, la naissance, l'enfance sont des périodes extraordinaires pour cette croissance qualitative et quantitative du cerveau. Donc on imagine très bien qu'un problème anténatal ou néonatal puisse avoir des conséquences catastrophiques couplées à une faiblesse génétique. L'autisme est peu connu dans le monde médical. Ça doit représenter peut-être 2 heures dans la formation des médecins, dans tous les troubles mentaux. Idem chez les infirmières, etc. quoi. Et puis donc à l'IRTS, l'Institut régional de formation des éducateurs spécialisés, à l'Université de Lorraine en psychologie. Voilà, on sert toujours Larry Tournal, comme quoi l'autisme est d'origine psychanalytique. Oui. La psychanalyse est toujours enseignée, donc vous voyez que ça fausse beaucoup d'hypothèses et beaucoup de diagnostics. Voilà. Donc c'est toujours très compliqué. Il y a très peu de spécialistes, entre guillemets, de l'autisme. À Nancy, moi je connais 2 psychiatres, et encore, ils sont surbookés évidemment. Les psychologues, c'est pareil. Hein. Voilà. Après ça, Jean-Marie a abordé la psychanalyse sur laquelle il reste plutôt en désaccord. Donc la psychanalyse, en fait, met l'accent sur une relation mère-enfant qui est pathogène. Voilà, la mère serait froide, trop intellectuelle. Bettelheim parlait d'une mère réfrigérateur. Non, c'est de la foutaise. Tout ça, ça n'a jamais été prouvé. Quand on fait des expériences, des comparaisons de cohortes avec des jumeaux, par exemple, on se rend compte que non, la psychanalyse n'a pas d'effet massif. Par contre, là, on voit bien effectivement que, avec des cohortes de jumeaux, on voit bien que la fréquence des autistes est plus forte dans certaines familles. Je connais des familles qui ont 1, 2, 3 enfants autistes. Il y a un trouble génétique. On s'est intéressé à l'origine de son engagement dans l'association, à savoir son fils. On lui a donc demandé quels ont été les premiers signes détectés chez son enfant. Alors les premiers signes, on retrouve un peu toujours la triade des symptômes permettant de diagnostiquer l'autisme. Donc j'avais un fils qui était très, très réservé, quoi. À la crèche, chez nous, voilà, il était dans son coin, super mignon, tout blond, voilà, un petit ange, mais bon. Il avait des rituels, il se mettait devant le robinet, off, on, ça pouvait durer une demi-heure. Et puis, donc je vous dis, il avait 20 mots qu'il a perdus, il ne parlait pas du tout. Il ne réagissait pas quand on l'interpellait, Pierre, bon, voilà. Et puis, plus tard, des comportements, des troubles du comportement, des comportements violents, quoi. Des insomnies, voilà, des insomnies, ça c'est caractéristique des personnes autistes. Hein. Les nuits étaient courtes. Il y avait des collègues sympas qui venaient, des fois qui venaient la nuit pour monter la garde, pour qu'on puisse aller dormir ailleurs, voilà, ou vice-versa, qu'on puisse faire la sieste. Les symptômes, c'était les symptômes classiques, en fait. Hein.
qui augmente avec le temps. Et alors je vous dis, ils sont trompeurs parce que mon fils a effectivement une lésion auditive. Donc certains se sont focalisés là-dessus en disant votre fils il n'est pas autiste, il est sourd. Donc s'il ne vous répond pas, c'est qu'il est sourd. Bah oui, il n'y a pas que ça, quoi. C'était à quel âge les rythmiques, le lavabo, etc. Ouais, 3 ans, 4 ans. Ah ouais. Jean-Marie nous a expliqué ce que cela peut engendrer dans la vie des parents d'avoir un enfant autiste. Quand une personne handicapée intègre votre cercle familial, vous ne pouvez plus vivre comme avant, quoi. Sortir en boîte jusqu'à 6 h du matin, non, ça c'est mort. Hein. Et puis quand même, vous vous posez des questions, quoi. Oui, ben voilà, mon fils, voilà. Il n'a pas la boîte à outils que j'ai, là, pour s'adapter. Bon, quand il aura mon âge, qu'est-ce qu'il va faire? Quand je serai mort, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, et puis... là, j'ai eu un coup de téléphone là, de son IME ce matin, il a mordu l'éducateur. Ça va mal, donc voilà, quoi. Donc en fait, vous restructurez complètement votre identité. Bon, c'est malade de dire ça, hein. On change en permanence, mais pas uniquement comme ça dans les pensées. Structurellement, ça veut dire qu'en permanence, vos pensées, vous allez mémoriser, vivre avec l'autisme nasal, ça veut dire que quelque part dans votre cerveau, il y a 2 petits synapses là, qui se sont noués pour toujours, hein, pour les 80 ans à venir. On change structurellement en permanence. Et bien sûr, quand un événement important arrive dans votre vie, alors ça peut être la mort du conjoint, ça peut être un cancer, ça peut être un gamin handicapé qui débarque, ben voilà, toute votre identité est remodelée. Elle ne disparaît pas, mais elle évolue à une vitesse accélérée, et puis elle se reconstruit sur des bases qui sont nécessaires pour rendre du sens à votre vie. Pour moi, si vous voulez, la résilience, comment se remettre en selle après avec un gamin handicapé, je veux dire, bon, c'est uniquement un des cas de figure de la résilience face aux difficultés de la vie, hein, qui vous tombent dessus. Moi, j'ai une vision qui a toujours été positive de la vie. C'est pas, je me force pas, hein, non, c'est tout. Je me dis, faut que je m'en mette en scène, j'ai pas le choix. Et puis la vie est belle, et il y a de beaux moments. Et puis ensuite, faut essayer de donner du sens. Donner du sens, pour moi, ça a été de m'engager en association. Et puis de faire beaucoup de choses pour cette association. Donc, travaillant à Pixérécourt, quand le lycée a failli être démoli, ça m'est arrivé à 3 h du matin, c'est vrai, j'ai eu l'illumination, là. Un ange est venu me caresser, me gratter en pleine nuit, me dire, mais ça fait 6 mois qu'on cherche des bâtiments, un terrain là, pour construire un foyer d'accueil médicalisé. Mais bien sûr, il faut demander ce Pixérécourt qui va être démoli. Donc voilà, je suis allé à Metz, et puis Banco, à l'époque c'était Masseray, il a dit ok, on vous donne un hectare de terrain et puis 2 bâtiments. Voilà. Après, quand vous avez déjà le terrain, les bâtiments, vous allez voir, à l'époque c'était Michel Dinet au conseil départemental, il nous a dit Banco, vous avez un beau projet, on vous suit. Bon, voilà, ça arrive partout, hein. Là je pars de la gauche. Nadine Morano est à l'époque ministre, elle nous a donné 500 000 € sur sa salaire parlementaire, ça pleuvait de toutes parts. Un projet à 4,5 millions, on a eu de l'argent. Quand vous avez un beau projet, les gens vous suivent, enfin, au moins les braves gens. Quoi, voilà. Donc c'est parti comme ça. Donc, évidemment, quand vous faites ça, vous êtes super content que ça marche. Voilà quoi. Donc moi je dirais qu'aujourd'hui, le fait d'avoir eu un gamin handicapé, ma vie a été très différente, mais elle n'a pas été inférieure, quoi. Bon, elle a été autre. Ainsi, les parents se retrouvent parfois isolés, car il est difficile de maintenir des relations sociales sans complexité, car avoir un enfant autiste nécessite plus d'attention et d'adaptation au quotidien. Et puis une fois diagnostiqué, je veux dire, c'est beaucoup plus simple parce que, évidemment, vous bouquinez, vous allez voir sur Internet, et là, vous comprenez plein de choses qui autrefois étaient des questions, donc ça vous amène des réponses et puis des explications, quoi. Je vous dis, alors je vous ai parlé du mariage, où il a renversé la table du buffet. Une autre fois, on était chez des amis, là, une copine dans le sud, et puis, ça fait du bien de discuter un petit peu, donc Pierre était dans le salon, il était bien gentil, donc on était à côté en train de discuter. Voilà, et puis au bout d'une demi-heure, on disait, bon, au revoir.
Non, il était dans la salle de bain par contre, en train de jouer dans la baignoire. Et puis au bout d'une demi-heure, donc, on va voir, il avait renversé toutes les crèmes, le Chanel numéro 5 dans la baignoire, enfin il avait fait une razzia des produits de beauté, bon voilà, ça jette un froid, hein. Chanel s'est pas donné quand même. Bon. Et puis alors c'est la même copine, l'année suivante, pareil, bon là on l'avait sorti de la salle de bain, il était dans le salon ou dans une chambre. Là il avait décroché tous les cadres, tous les portraits de la grand-mère, etc. et par la fenêtre, boum, 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 boum. Voilà, quoi, bon. Alors bon, évidemment, quand c'est comme ça, il y en a qui le prennent bien, hein, parce qu'ils sont tolérants, puis d'autres, au revoir, hein, venez quand vous voulez, mais bon, hop là. C'est vrai que vos amis, même votre famille, des fois ils ne comprennent pas, notamment la famille. Bon, c'est vrai que les grands-parents, des fois, voilà quoi, l'autisme c'est quoi ça, ils ont une vision du handicap qui est extrêmement négative, qui est formatée, etc. Entre guillemets, c'est l'idiot du village, donc c'est ce qu'ils vivaient quand ils étaient jeunes, hein, voilà, et donc ils n'ont pas forcément évolué là-dessus. Donc voilà, c'est pareil, vous restructurez aussi votre groupe d'amis et puis éventuellement de famille, mais bon, en ce qui me concerne, la famille, ça s'est plutôt bien passé, quoi, voilà. Donc les parents d'enfants autistes, qui s'en prennent déjà plein la figure, vu le handicap, hein, se heurtent au mur de l'école, au mur de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, qui va mettre 6 mois à traiter votre dossier, se heurtent à quantité de murs. Voilà, donc là, soit elles se révoltent, soit elles se laissent tomber. Moi, je dis parfois que, et c'est vrai que l'autisme est contagieux, quoi, parce que, ben voilà, quoi, votre gamin, il est dur à vivre, hein, vous empêche de dormir, vous allez au flunch pour vous détendre, il prend les frites dans l'assiette du voisin, il boit le Coca-Cola du voisin, bon, donc le flunch, vous n'y allez plus, le cinéma c'est pareil, etc. Donc vous vous renfermez progressivement, voilà. Puis vous désespérez parce que vous avez moins de contacts sociaux. L'autisme peut être contagieux, bon c'est une image évidemment. Jean-Marie Hautelet nous a présenté plus en détail l'association, qui compte environ 120 salariés et possède 9 dispositifs et établissements. Il nous a aussi parlé des difficultés que celle-ci rencontre. Donc, et puis l'association, c'est quand même elle qui choisit justement est-ce qu'on se lance dans tel ou tel projet. Il y a les directeurs généraux qui disent ah bah oui, allez, on va faire un projet avec l'AUIM, avec JB Thierry, que vous connaissez, etc. Et puis nous on dit non, parce que bon, on ne pourra pas suivre, puis c'est pas notre créneau de savoir-faire. Aujourd'hui, par exemple, le travail, les ESAT, on ne sait pas, donc on ne s'y lance pas. Bon. On y réfléchit, mais sous une autre forme. Peut-être qu'on fera du service, du job coaching, voilà. Peut-être qu'on fera des services à haute valeur ajoutée, créer un bureau d'études avec des personnes autistes de haut niveau, informatique, voilà, qui ferait du télétravail, pourquoi pas, voilà. C'est compliqué, hein. Le recrutement, aujourd'hui, médico-social est très déconsidéré. Vous le savez peut-être, hein, on ne se bouscule pas pour travailler dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans le médico-social, parce que socialement, c'est pas valorisé, financièrement, c'est pas très bien payé, donc il y a une désaffection. Voilà. Donc on se bat en sous-effectif avec des postes vacants. Alors, sur le papier, ça a l'air de rien, mais en réalité, quand vous avez un veilleur de nuit qui ne vient pas à 9h du soir, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas laisser 24 résidents autistes dans le bâtiment tout seul. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, c'est des gros problèmes, quoi. Donc le 54 nous suffit largement. Hein, et en fait, on manque de bénévoles, mais les bénévoles aujourd'hui, c'est une denrée rare. Les parents ont du mal à comprendre que, en fait, c'est à eux de créer l'offre. Donc, oui, alors donc les parents, en fait, se referment sur eux-mêmes, enfin c'est le tort qu'ils peuvent avoir, je ne jette pas la pierre, et évidemment, ils ne s'engagent pas, ou ils n'ont pas le temps de s'engager, ce qui se comprend, hein, dans une association pour faire augmenter l'offre. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, on fait du lobbying hein, auprès de l'ARS, auprès du CD54, auprès de l'État, via Autisme France, pour dire, regardez, en France, il y a 10% des adultes autistes qui ont une solution correcte, 10%. Les autres, ils sont où? En psychiatrique, ils sont chez leurs parents vieillissants, ils sont dans des garderies, entre guillemets, où on ne fait rien de la journée. Donc,
droguer de calmants pour avoir la paix. Voilà. Les enfants c'est un peu mieux, obligation scolaire. Allez, 25% des enfants, 25%, ont un accompagnement scolaire bien, avec un AESH formé, etc. Bon, il reste 75%. Alors, nous, on n'accompagne pas, on accompagne indirectement les enfants. Hein. Ah. Voilà. Les AESH, donc, ce qu'on appelle les AVS, autrefois adjoints à la vie scolaire, sont payés par l'Éducation nationale pour servir de lien entre d'aidants, entre guillemets, aux profs, à l'institut. Voilà. Par contre, on en manque. Par contre, voilà, ils n'ont pas forcément la formation au TSA, à l'autisme. Voilà. Donc nous, on fait du lobbying auprès de l'Éducation nationale à tous les niveaux. Quoi. Après, bon, c'est aussi, lobbying, c'est quoi? C'est quelque part un rapport de force. Hein. Après, c'est le poids du bulletin de vote. Là, on a 350 adhérents, c'est pas beaucoup. Je vous rappelle que sur les 7000 autistes, ça fait en 54. Bon, on n'ambitionne pas, tout le monde adhère, mais ça en fait 1 sur 20. Quoi. Il nous a aussi donné des clés pour comprendre et aider les autistes. Par exemple, il a évoqué différents dispositifs à mettre en place au sein d'une classe. Comment aider les personnes autistes? Donc, c'est essentiellement adapter l'environnement, puisque ces personnes ont du mal elles-mêmes à s'adapter. On va adapter l'environnement. L'environnement matériel d'abord. Bon, si vous étiez une classe d'autistes, ce que je fais actuellement, ce serait vraiment nul, quoi, sans aucun intérêt. Hein, puisqu'une personne autiste a du mal à comprendre le verbal, prend au premier degré, au sens littéral, les phrases. Voilà, donc c'est par exemple transformer les consignes orales. Voilà, vous allez prendre un cahier, vous allez écrire, dicter ce que je vous dis. Non, il y a une consigne, c'est marqué chers amis, prenez un crayon et notez ce que le professeur dit par écrit. Voilà. Au lieu d'avoir une horloge, non, il n'y a même pas d'horloge, il y aura un timer avec un cercle rouge qui décroît. Ça veut dire que, top, à 11h, on sera venu à 0. Visuellement, la personne voit le temps passer. Donc, vous voyez, on cherche à matérialiser toutes sortes de concepts auxquels elle n'a pas accès. Parce qu'une personne autiste, vous lui dites demain, pour elle, c'est quoi ça demain? Voilà. Donc, rendre matériel, faire des consignes écrites, faire des pictogrammes. Moi, quand je veux dire à mon fils, on va se promener, bon, je peux lui dire on va se promener, mais il monte une paire de chaussures de rando, hop, aussitôt, il met la veste, il est dehors avant moi, quoi, voilà, parce qu'il comprend le concret. Et puis, adapter l'environnement humain, ça veut dire comprendre que ces personnes ont des limites, leur parler simplement, être bienveillant avec eux, comprendre pourquoi, il est 10h30, là, ça fait une demi-heure que cette personne-là en train de me gonfler avec l'histoire des trains portugais entre 1935 et 1937. Oui, c'est comme ça, ça s'appelle son centre d'intérêt restreint. Voilà. Les personnes autistes sont des centres d'intérêt restreints. Alors parfois c'est merveilleux, hein. Marie Curie a fait une grande chercheuse parce que le radium, la radioactivité, pour elle c'était... Elle y passait ses nuits et ses journées. Marie Curie avait des tendances autistes. Voilà. Mais pour d'autres, parfois c'est... Voilà, s'intéresser au chemin de fer portugais entre 37 et 35, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc parfois le contact est difficile à maintenir. Par la suite, il nous a fait comprendre en quoi l'association est une véritable force. Donc l'association, c'est important, c'est à la fois le cerveau, c'est le garant de l'intégrité morale, voilà, et puis c'est militant, c'est la défense des intérêts collectifs des personnes autistes face au pouvoir public, face à l'opinion publique. C'est faire ce que je fais aujourd'hui, faire connaître le handicap. Le handicap, c'est pas des personnes qui peuvent être heureuses comme vous l'êtes, hein, qui rigolent, qui déconnent, qui aiment bien aller au restaurant, se faire plaisir, voilà. Simplement, il faut leur donner un petit coup de main, et puis quand vous leur donnez un coup de main, quand vous leur tendez la main, vous êtes super content parce que votre gamin vous a fait un sourire, il était... et puis voilà, puis vous avez fait une balade de 15 km avec votre gamin, ça vous a fait du bien, vous avez toutes les endorphines là qui... Waouh, voilà.
on vit différemment, on ne vit pas de façon inférieure. Moi, mon gamin adore marcher, moi aussi, donc ça fait 30 ans qu'on marche. Hein. Voilà, quoi. Je l'ai même emmené en montagne. Bon, on n'a pas fait le Mont Blanc, mais bon, des chemins sécurisés, quoi. Tout est possible. Hein. En étant encadré, aidé, etc. Voilà. Enfin, pour conclure cette rencontre, on lui a demandé de nous recommander des films, des livres ou d'autres types de ressources pour se sensibiliser à l'autisme. Alors, au niveau des ressources bibliographiques, bon, les films, il y a un vieux film qui s'appelle Rain Man avec Dustin Hoffman, qui mettait en scène un autiste Asperger. C'était bien observé, Rain Man, voilà. Et bon, ça a bien 40 ans, ça. Sinon, il y a des séries télévisées que je ne regarde pas. Il y a une jeune fille, là, blonde. Oui, voilà, qui est bien. Voilà, bon, alors c'est toujours. Alors le problème aussi, c'est qu'on s'intéresse toujours aux personnes autistes de haut niveau, quoi, parce que c'est des bêtes de foire, quoi. Voilà, ils font de l'audience. Au 12 coups de minuit, il y avait Paul, là, qui était un Asperger, qui a répondu à toutes les questions du jeu télévisé. Bon, voilà, donc. Sinon, alors, dans les films, c'est tout ce que je vois. Dans les bouquins, bon, après, je ne vais pas citer le bouquin, mais moi, je pense qu'il faut d'abord une approche un petit peu généraliste. Moi, tout simplement, je vous conseillerais Wikipédia, hein, les articles autisme, Asperger sont bien faits, sont pondérés, ils envisagent tous les points de vue, on parle même de la psychanalyse, hein, etc. Donc, voilà, quoi. Alors, c'est bon, évidemment, c'est un article de Wikipédia, c'est un petit peu pour prendre son temps, etc. Mais il y a de bons renvois, etc. Commencez par là, éventuellement. Hein. Allez voir notre site, notre Facebook, là, voilà, vous verrez ce qu'on fait. Puis, il y a aussi toutes sortes de renvois, justement, qui sont intéressants. Davantage pour les personnes autistes, à titre de ressources, mais qui peuvent vous intéresser. Voilà, écoutez, merci de votre attention.